En manchette cette semaine, l'Ange gardien reconnaît une quarantaine de citoyens, l'Opération Nez Rouge lance sa 36e campagne, la Fondation Red Robin va construire un manège intérieur et on se déplace au Salon de l'Emploi de Buckingham. Bonne émission! Bienvenue à InfoMag. Suite à la réunion ordinaire du conseil municipal de l'Ange gardien lundi dernier, avait lieu la soirée de reconnaissance des citoyens. Lors de cette soirée, 47 distinctions ont été remises aux citoyens qui, par leurs actions ou leurs réussites, ont fait rayonner la municipalité. La soirée était animée par Cindy Fullwood, agente de communication. C'est le maire Marc-Louis XVI qui s'est fait un plaisir de remettre certificats et plaques honorifiques. Allant d'exploits sportifs aux implications communautaires en passant par des réussites entrepreneuriales, tous ont été reconnus chacun leur tour. Nous avons pu voir également les lauréats du concours de photos du calendrier municipal 2020, ainsi que la remise des affiches du programme d'embellissement de la municipalité. Les citoyens se sont vus décerner une cote de 1 à 5 Angelonia. Pour la liste complète des récipiendaires, consultez le site web municipalitédelangegardien.com. L'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes, est de retour pour une 36e année. Le service de raccompagnement tenait cette semaine le lancement de sa campagne 2019 à Gatineau. Plusieurs nouveautés ont lieu cette année en Outaouais. D'abord, c'est la Fondation Pat Burns qui prend le relais de l'organisation pour la région. Nous avons rencontré Patricia Goujon, directrice des communications de la Fondation et coordonnatrice de Nez Rouge Outaouais. Elle nous parle du besoin de bénévoles pour les soirées d'opération. En fait, on a toujours besoin de bénévoles. Je dirais pas que c'est difficile, c'est plus le ratio demande des utilisateurs, les appels qui rentrent versus les bénévoles par soir. C'est sûr, je ne vous cacherai pas que les bénévoles s'inscrivent, mais ils ne mentionnent pas exactement nécessairement « je vais venir telle date » ou « je vais venir telle date ». Une autre nouveauté importante cette année en Outaouais, l'application mobile fait son entrée. Jusqu'à maintenant, les bénévoles recevaient leurs affectations par radio. Cependant, dans quelques coins de la région, la radio perdait son utilité. Avec l'application, tout se fait via Internet et en quelques clics, les informations sont acheminées autant vers la centrale que vers les bénévoles. L'application mobile, oui, écoute, c'est extraordinaire. Ce que ça va permettre de faire, c'est que les gens avec la radio faisait le travail, mais des fois, on est dans des endroits dans la région que la radio, la communication ne se fait pas. Mais si ton téléphone a l'habitude d'avoir la réception, bien, tu vas pouvoir recevoir tes appels quand même. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir... Puis aussi, des fois, avec les radios, il y a le répartiteur. Le bénévole n'aura pas à attendre que le répartiteur soit prêt à... que ça soit à son tour, parce que le répartiteur, il peut gérer plusieurs bénévoles en même temps. Puis que des fois, ça va être... Bien, attends un petit peu, je te reviens, puis tout ça. Il n'y aura pas de ça. Donc, ça va être plus rapide. Étant donné que la Fondation Pat Burns en est à sa première année au niveau de l'organisation, l'objectif visé se veut un peu plus conservateur cette année. Évidemment, on souhaite que les gens soient généreux car les dons retournent à la jeunesse via des organismes sportifs tels que souhaités par le fondateur Jean-Marie de Coninck. En fait, il y en a un. L'année dernière, je sais que l'organisme qui était maître d'œuvre avait ramassé 28 000 $. Donc, cette année, c'est une première année. On se donne une chance, donc on s'est donné un objectif de 25 000 $ en espérant ramasser plus, évidemment. La Fondation Red Robin tenait cette semaine la première pelletée de terre de leur projet de manège intérieur. La Fondation offre des services de thérapie à l'aide du cheval autant aux enfants qu'aux adultes vivant des problématiques diverses en santé mentale. Les sessions se déroulant à l'extérieur, les problèmes de température et de l'hiver sont rapidement apparus comme un frein à offrir un service continu sur l'année entière. C'est donc pourquoi une levée de fonds a été organisée avec plusieurs partenaires, dont le porte-parole Boum Desjardins et l'ambassadrice Stéphanie Saint-Jean, gagnante de la Voix 4. Ils nous ont donc parlé des motivations qu'ils avaient à s'impliquer dans la Fondation. Bien, au départ, l'histoire de Robin a touché tout le monde. Je pense en Outaouais. On se rappelle que le petit gars avait pris une décision peut-être un petit peu rapide, avait décidé de régler ses problèmes d'une façon dramatique. Puis le fait d'avoir des enfants, d'être un père, c'est bien certain, mais aussi d'être avec Michel depuis des années. Puis je connaissais les fils à Michel qui connaissaient Robin. Fait que le départ, je vous dis, l'envie de s'impliquer vient de là. Créer un organisme à but non lucratif n'est pas une mince tâche. La Fondation a été créée en 2016 et a toujours besoin de ses partenaires afin d'évoluer. M. Desjardins a été surpris de la vitesse à laquelle ils en sont venus à mettre le tout en œuvre pour participer à cette pelletée de terre. Ça fait quand même 3 ans qu'on a pris la décision. Il y a beaucoup d'étapes quand on décide de fonder
un organisme à but non lucratif, ça prend des sous, mais ça prend aussi des gens derrière ça qui y croient et qui travaillent. J'ai été même surpris de voir André à quel point il m'a annoncé rapidement que, bon, la fondation existe, puis tout ça, tu sais. Puis c'est aujourd'hui, 3 ans après, c'est très symbolique d'arriver, puis de prendre une pelle, puis de dire, bon, ben coudonc, au départ, on a eu cette idée-là, on savait pas trop la direction que ça prendrait. Stéphanie Saint-Jean, ambassadrice de la Fondation, tient elle aussi à s'impliquer autant au niveau professionnel que personnel. Comme beaucoup, son parcours l'a amené à prendre conscience des troubles de santé mentale. C'est donc pourquoi elle tient à ce que l'on sensibilise le plus de gens possible. J'aime m'impliquer aussi comme en tant qu'artiste pour pouvoir promouvoir la Fondation, pouvoir l'encourager, mais aussi en tant que Stéphanie Saint-Jean, qu'elle aussi a déjà eu des moments difficiles. Elle en a encore, puis j'arrive, moi, avec finalement mes bottes à l'eau et puis nos habits de pluie des fois, puis toute la patente parce qu'on veut profiter, puis OK, j'ai été signaleuse, moi je suis capable de taffer dehors, mais c'est pas tout le monde, donc c'est pour ça qu'on veut vraiment pousser ça, puis pouvoir avoir un beau petit manège intérieur là, pour pouvoir aider encore plus la Fondation. Le projet n'étant pas financé encore en totalité, attendez-vous à d'autres activités de levée de fonds. Pour plus de détails, consultez le site web de la Fondation au fondationredrobin.ca. C'est le 6 novembre dernier qu'avait lieu le Salon de l'emploi organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Plus de 30 employeurs étaient présents afin de recruter de nouveaux employés. L'affluence de candidats potentiels était bonne et les espoirs étaient grands d'un côté comme de l'autre. Nous avons rencontré Nathalie Séguin, organisatrice du salon, qui nous parle de la réponse des entreprises à l'invitation. C'est très facile. Je dirais cette année, normalement, on envoie des invitations courriel, on attend des réponses. Cette année, on n'a même pas eu le temps d'envoyer nos invitations, que les employeurs s'inscrivaient. J'ai des nouveaux employeurs qu'on ne connaissait pas qui se sont inscrits. On est complet. J'avais plus de place à 31 employeurs. Donc, on est très, très heureux là, du taux de participation des employeurs cette année. Les employeurs se retrouvent confrontés à une réalité différente lorsque vient le temps de recruter des employés. Il y a à peine quelques années, le besoin ne se faisait pas sentir autant. Les candidats entraient abondamment dans les entreprises. De nos jours, ils sont convoités partout. On écoute Nathalie Séguin. En général, en ce moment, avec la main-d'œuvre qui se fait de plus en plus rare, c'est sûr que les employeurs sont confrontés à une nouvelle situation où anciennement, il y a environ 2 ans, les employeurs n'avaient besoin souvent de ne pas afficher parce qu'il y avait des piles de CV. Ils appelaient. Maintenant, les employeurs n'ont plus ces CV-là. Il y a des employeurs qui n'ont pas affiché depuis des années qui doivent recommencer à afficher les emplois. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est beaucoup plus difficile de recruter de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de compétition entre certains employeurs aussi. Donc, ça joue souvent dans les avantages sociaux, ces choses-là. Donc, c'est difficile pour eux. Dans des domaines où il faut une qualification plus particulière, le manque de personnel se fait sentir, surtout lorsque le cours exigé se donne dans une région différente. Ils sont même prêts à se former des gens s'ils voient que le potentiel du candidat est présent. À ce sujet, voici Jasmine Bradbury-Kleiman du groupe Anfield qui se spécialise en arpentage. En arpentage, ça dépend si on cherche des techniciens ou on cherche des arpenteurs géomètres. C'est sûr que pour des arpenteurs géomètres, c'est un diplôme de 4 ans à l'Université Laval, à Québec. Donc, c'est difficile de les faire venir en région, en Outaouais, une région qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Au niveau des techniciens, c'est un peu plus facile parce qu'il y a la technique qui se donne au cégep de l'Outaouais. Mais nous, on ne cherche pas nécessairement des gens avec des diplômes. C'est sûr qu'on est prêt à former des gens si on voit qu'ils ont l'attitude et la motivation pour venir travailler chez nous. Certaines entreprises font également affaire avec des recruteurs professionnels, soit pour venir en assistance au département déjà existant à même l'entreprise, soit pour effectuer le travail complet. Les employés sont en constante recherche, même lorsqu'ils sont en emploi. Pour eux également, il est très difficile de trouver un bon candidat. Nous avons donc rencontré Claudia Rivard de l'agence Contact. Les chercheurs d'emploi actuels ont le choix sur le marché. Alors, ils sont constamment en recherche, même en étant à l'emploi, ils continuent leur recherche au niveau de l'emploi, ce qui fait que oui, le salaire va peser dans la balance, mais aussi les avantages sociaux. Ça, c'est des critères qui sont très, très importants. Donc, la qualité de vie, c'est ce que les gens recherchent beaucoup en ce moment. Les employeurs doivent faire très rapidement lorsqu'ils sentent que le candidat a un profil intéressant. De même, les agences doivent accélérer le pas pour trouver un employé à leurs clients. Madame Rivard nous mentionne ici sa réalité quotidienne de recruteur.
je vous dirais qu'aussitôt qu'on a un candidat qui a vraiment un excellent profil, on se doit de le soumettre rapidement chez nos clients employeurs parce qu'eux, ils ont des urgences aussi de leur côté, donc ils sont en recherche constante, mais aussi pour ne pas perdre ce candidat-là parce qu'ils sont rares. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, un atelier d'automassage était organisé afin d'enseigner à ceux-ci comment prendre soin d'eux et relâcher ainsi certaines tensions présentes dans leur corps. Dirigé par André Turpin, massothérapeute, cet atelier lui a donné la chance de partager ses techniques. Nous y avons également rencontré Marie-Claude Lompré du Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre qui nous a parlé des bienfaits, notamment sur l'isolement, d'une activité comme celle-ci auprès des proches aidants. Bien, on espère qu'ils puissent prendre du temps pour faire d'autres activités parce qu'on sait qu'ils sont souvent très pris par leur quotidien. Même parfois, des journées comme celle-là qui sont organisées expressément pour eux, ils ont de la difficulté parce qu'ils ont quelqu'un à la maison qu'ils ne peuvent pas laisser. Mais nous, c'est sûr que le but, disons, quand ils participent à des groupes de soutien, mais le but, c'est que oui, ils peuvent prendre du temps pour eux, puis ils peuvent participer à d'autres activités pour redécouvrir leur passion, redécouvrir, parce que des fois, c'est des gens qui ont oublié tout ça. Il est aussi très important pour les aînés de prendre soin d'eux pour éviter de se fatiguer et ainsi ne plus être en mesure de prendre soin de leurs proches. Isabelle Desèves, intervenante au Centre d'entraide aux aînés, est à même de le constater au quotidien. Parce qu'ils sont les premiers à s'épuiser. Donc, s'ils ne prennent pas soin d'eux autres, s'ils ne font pas attention, puis ils ne regardent pas les signes précurseurs d'une fatigue, bien, ils ne seront pas là. Ils ne pourront pas aider la personne. Même son de cloche du côté de Marie-Ange Richer, coordonnatrice des formations et activités thématiques au Centre d'aide aux aînés. Ceux-ci se doivent, afin d'être capables de reprendre leur souffle, de sortir de leur routine souvent très rigide pour se faire divertir, ne serait-ce que pour quelques heures. Bien, le proche aidant, souvent, va petit à petit commencer à aider une personne, mais à la longue, plus que la personne perd son autonomie, plus que le proche aidant doit faire quelque chose pour pallier. Alors, le proche aidant, à un moment, des fois, prend presque plus soin de lui, tellement c'est rendu assez important la tâche. En terminant, le 9 novembre est une date importante alors qu'aura lieu la finale régionale division cadet mettant aux prises le Phoenix de Nicolas Gatineau et l'équipe haute du match, les Tigres de l'école Hormidas-Gamelin. La seule défaite des Tigres cette saison a été aux mains du Phoenix par la marque de 41-12. Cette finale se déroulera à partir de 11h au terrain de football de l'école. On souhaite bonne chance aux Tigres. Après la pause, on parle d'alcool au volant avec l'agente André East du service de police de la ville de Gatineau. Est-ce que tu sais à combien papa peut rouler dans les quartiers de Gatineau? Ben oui, jusqu'à un maximum de 40 km/h. T'es bien bon, toi. Tu veux-tu une réglisse? Ben oui. T'aimes ça, la réglisse, toi? Oui, vraiment. Maison. École! Papa, c'est 30 km/h autour des écoles. OK, papa, maintenant tu peux aller à 40 km/h. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut!
Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le temps des fêtes approche et c'est vraiment le temps de prendre conscience que l'alcool au volant, ça existe encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'arrestations. Et on va parler d'ailleurs avec André East de la police, du service de police de la ville de Gatineau. Bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer tout de suite en disant qu'on a vu des cas récemment, des cas avec des grosses alcoolémies qui se faisaient prendre au volant. Mais ce n'est pas la majorité des gens que vous arrêtez pour alcool au volant. Non, la majorité des cas, c'est des gens pour qui c'est la première offense. Donc, ils n'ont jamais été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies avant. Souvent, ça va être des taux beaucoup plus bas. Le cas auquel vous faites référence, on était presque 5 fois au-dessus de la limite. Ça, c'est sûr que ça, c'est exceptionnel. Mais de façon générale, c'est des taux plus bas, mais quand même des gens qui ont dépassé la limite d'alcool permise dans le sang, ce qui est permis par la loi, et donc sont en infraction, sont en capacité affaiblie. Qu'est-ce que ça représente? On le sait, bon, on parle du dossier criminel, mais il y a autre chose aussi qui va s'ajouter, et des frais aussi qui s'ajoutent ensuite au dossier. En plus, c'est pas juste, ça s'arrête pas là. Exactement. Bien, la première des choses, c'est l'accusation. Tout le temps où on est accusé, bien, ça amène un stress, c'est évident, il va y avoir les procédures judiciaires, ça peut être long. Il y a des sanctions qui sont immédiates, comme par exemple la suspension du permis de conduire pour 90 jours. Ensuite, il va y avoir le remorquage du véhicule et tout dépendant des résultats obtenus au niveau de l'alcotest, ça peut même aller jusqu'à une saisie de 30 jours ou 90 jours pour le véhicule. Puis ça, bien, c'est des frais qui s'additionnent à la fourrière à chaque journée que le véhicule passe à l'intérieur de la fourrière. Fait que ça peut faire une facture assez salée au bout de la ligne. Là. Ensuite aussi, il y a des procédures judiciaires, donc on doit se défendre avec un avocat. Souvent, ça peut coûter aussi assez cher. Et la SAAC nous revient avec aussi d'autres sanctions. Et les assureurs, il ne faut pas oublier aussi les assureurs qui sont pas très enclins à nous assurer lorsqu'on a eu, comme on m'a appelé, une balloune. Donc, ça peut être assez... Est-ce qu'on a évalué d'ailleurs comment ça pouvait coûter une première offense d'ailleurs? Bien, écoutez, je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que ce n'est pas quelque chose... Pour nous, une fois que les accusations sont déposées au DPCP, une fois que le processus judiciaire est en cours, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est démontrer devant la Cour, hors de tout doute raisonnable, que l'infraction a bel et bien été commise par le conducteur. Mais c'est sûr qu'il y a des frais. Il faut aussi penser aux gens qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Ça peut être aussi simple que ça. Le lendemain matin, on se réveille, on doit aller travailler. Comment on y va? Il faut s'arranger autrement, il faut prendre le bus, il faut prendre un taxi. Notre permis est suspendu pour 90 jours. Même si on a un autre véhicule, on n'a pas le droit de conduire. Fait que ça amène beaucoup de conséquences. Si on a des enfants à aller mener à la garderie, à l'école, si on est monoparental, il y a tellement de conséquences là, qui entourent la conduite de capacité affaiblie. Ça ne vaut pas la peine quand on se dit au lendemain, là, j'aurais pu payer 20, 30, 40, 50 $ pour un taxi, puis tout ça, j'aurais pu l'éviter. C'est souvent ça. Et on parle aussi des gens qui ont des récidives maintenant. Il y en a qui sont à 3, 4, 5, on l'a vu tout récemment. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ce terme-là qu'on peut avoir 4, 5 ou 6? Parce que les sanctions vont monter aussi, évidemment, avec plus on en a. Définitivement, les peines sont déjà plus sévères maintenant avec la réforme au niveau du code criminel. Mais quand on parle de récidivistes, souvent, il y a un travail social à faire derrière aussi. Donc, le travail du policier, oui, c'est de faire tout ce qui entoure l'intervention policière au niveau de la capacité affaiblie, mais c'est de voir aussi est-ce que cette personne-là aurait besoin de ressources. Est-ce que cette personne-là a un problème de consommation, par exemple? Parce que quand on parle de récidive comme ça, souvent, c'est des gens qui, oui, pourraient avoir un problème au niveau de la consommation. On parle de consommation, il n'y a pas que seulement l'alcool qui peut affaiblir. On parle, le cannabis est légal présentement. Est-ce que vous avez vu une augmentation en termes de cannabis parce que vous en preniez déjà? Et pour les gens qui ne seraient pas au courant, vous êtes capable très bien de savoir s'il y a un taux de THC encore là dans le sang. C'est difficile encore de quantifier
en fonction de la légalisation parce que ça ne fait pas assez longtemps. Donc, ça va être difficile d'évaluer une hausse pour le moment. On n'a pas assez, c'est pas assez tiré dans le temps pour parler d'une tendance à la hausse ou à la baisse. Mais définitivement, il y en avait avant, il va en avoir encore aujourd'hui. On parle de drogue, on parle de cannabis, on peut parler de n'importe quelle autre drogue. Médicaments aussi? Médicaments également. Donc, si on prend des médicaments qui affaiblissent nos capacités de conduire, même si c'est un médicament de prescription qui m'est prescrit par un médecin, si ça affaiblit mes capacités de conduire, je peux être accusé de conduire avec des capacités affaiblies. On parle aussi de fatigue. Il y a de la fatigue au volant. Est-ce que ça peut être considéré comme une faculté affaiblie s'il y a une grande fatigue? C'est sûr qu'il y a eu un temps où ça se retrouvait au code criminel. Maintenant, on en est ailleurs. Mais oui, on essaie de conscientiser de plus en plus les conducteurs que si on ressent de la fatigue, mieux vaut prendre une pause, que ce soit à 10-15 minutes dans un endroit qui est sécuritaire pour se fermer les yeux, faire une petite sieste puis reprendre la route par la suite pour éviter de mettre en danger sa propre vie, mais celle des autres également. Est-ce qu'il y a encore ce phénomène-là du « je suis correct » qui se prend... Parce qu'on voit des gens, bon, on le disait plus tôt, c'est des gens qui ont un taux d'alcoolémie qui est juste au-dessus de la limite ou pas tellement très élevé au-dessus de la limite. Qu'est-ce qui fait que les gens se disent encore « ah, je suis correct ». L'alcool, ça vient altérer notre perception. Donc, on va avoir une mauvaise perception de nos capacités. Et donc, on va se dire, bien, je me sens correct, je suis capable d'opérer un véhicule, parce qu'il y a une différence entre le taux puis la tolérance. C'est-à-dire que moi, si je ne suis pas tolérante à l'alcool, je pourrais à 0,05, donc en dessous de la limite, être en conduite de capacité affaiblie parce que je ne tolère pas l'alcool et donc je ne suis pas capable de conduire. Et une personne pourrait excéder le taux, puis quand même, on l'observe aller, cette personne est capable de marcher droite, elle raisonne quand même bien, mais on observe des signes, des symptômes, des yeux rougis, l'odeur d'alcool dans la laine, et on fait les tests et elle échoue. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a la capacité affaiblie, qui est un article, et un article différent qui est le taux d'alcool. Donc oui, on a des gens qui, parce qu'ils ont une tolérance à l'alcool, vont se dire, bien, je suis encore capable de conduire, mais il faut se méfier de ça. C'est le taux qui compte. Et voilà, merci beaucoup, Agente East. Vous allez être sur les routes... Vous êtes toujours sur les routes, mais vous allez être pas mal plus présent dans le temps des fêtes. Et nous, on passe à la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. On passe maintenant à la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Bonjour, Jessie. Bonjour, Sylvain. Encore là, cette semaine, on a beaucoup de sujets à parler. Oui. Donc, on va commencer avec le marché de Noël de l'Ange Gardien. Oui, bien, il reste juste 6 semaines avant Noël, donc c'est le temps. Il faut commencer à se préparer. Une des meilleures façons pour se procurer des objets originaux, c'est de parcourir les salons de Noël. Et donc, il y en a un du côté de l'Ange Gardien qui se déroule du 22 au 24 novembre. Il y aura 25 exposants. Il y aura aussi de l'animation pour la famille et des prestations musicales, ce qui est très intéressant. Et donc, le 22 novembre, ce seront les membres de l'Harmonie Contretemps qui seront présents de 16 à 18 heures. Le lendemain, le 23 novembre, il y aura le duo musical Nicolas et Andrew. Il y aura aussi un chansonnier folklorique, Sébastien Lemay, de 13h à 16h. Et le lendemain, on aura la visite du Grincheux versus le Père Noël, de 10h à midi. Promet. Oui, quand même, ça promet. Et il y a aussi la foire de Noël de Buckingham qui s'en vient, qui est le 30 novembre et le 1er décembre à la salle de la Légion. Ça se déroule de 9h30 à 16h, donc 2 occasions pour magasiner pour Noël. On va acheter ses cadeaux rapidement. Oui. On a des prix honorifiques du Centre d'action culturelle de Papineau. Oui, oui, c'était leur souper bénéfice le 2 novembre dernier. Ils ont ramassé 6 280 lors de ce souper et ils ont remis 3 prix, dont l'un à Bernadette Gilbert pour son implication au sein du centre et donc aussi elle donne des ateliers au Festin de livres qui est une activité du centre. Donc, elle a été nommée amie du Centre d'action culturelle pour son implication. Il y a Marie-Josée Bourgeois qui a remporté le prix bâtisseuse culturelle. Marie-Josée est une historienne passionnée par le patrimoine, donc elle partage beaucoup son vécu, son expérience dans le domaine. Elle a notamment fait des croisières en ponton cet été à Lac-Simon pour parler de l'histoire. Et le titre de personnalité culturelle a été remis à Christian Quesnel, qui est un BDiste reconnu internationalement, qui habite à Saint-André-Avelin, qui a été récompensé par le Conseil des arts du Canada, entre autres, et louangé dans les médias pour la publication d'un récit graphique sur Félix Leclerc. Et les trois prix ont reçu, dans le fond, un œuvre trophée de Jean-Paul Bataille, qui est un artiste de Montebello, qui habite aussi, qui partage sa vie entre Montebello et Montréal. On parle de petite musique douce. Oh avec, oui,
Avec les Deadly Apples qui repartent en tournée. Deadly Apple qui revient tout juste d'une tournée là, sur la côte ouest américaine. Ils ont fait la partie avec Marilyn Manson, ce qui est quand même pas rien. Ils l'avaient déjà fait en 2018 avec la tournée Twins of Evil. Leur prochain spectacle, c'est au Pérou pour le festival Vivo X El Rock. Ils vont partager la scène avec Slipknot, qui est quand même un groupe très reconnu dans le monde métal. Ça sera le 23 novembre. Le 30 novembre, ils reviennent à Montréal pour un show bénéfice au profit du refuge des jeunes de Montréal au Club Soda. Évidemment, Alex Martel, qui est le fondateur du Rockfest et qui est le membre principal du groupe, invite la population à y aller, c'est pour une bonne cause. Et il partage Deadly Apple, c'est Alex Martel et aussi Antoine Lamotte. Donc, on continue avec de la musique un peu plus douce, plus musique traditionnelle quand même. Nouvel album pour le Diable à 5. Oui, Diable à 5, qui est un groupe riponais, lance son deuxième album qui s'intitule Debout le 29 novembre prochain au marché public de Ripon. Ils vont dans un style de musique qui fait lever, qui est dynamique puis qui est punché. Donc, ils vont reprendre de la musique issue du répertoire traditionnel qu'on connaît, mais ils ont aussi des compositions actuelles. Ils reviennent tout juste de l'Abitibi, où ils ont fini, dans le fond, leur tournée pour leur premier album. Là, ils enclenchent la tournée du deuxième album le 29 novembre. Le 5 à 7 va servir à faire le lancement de l'album et après, ils vont présenter leur spectacle. Cette année, ils ont quand même vécu une grosse année. Ils ont fait la première partie du groupe Cowboy Fringant. Quand même. Quand même, dans la fête nationale, donc devant 30 à 40 000 personnes. Donc, les billets s'envolent très vite. Le coût est de 15 $ en pré-vente pour le lancement le 29 novembre et de 20 $ et c'est gratuit pour les enfants. Ensuite, on parle de la programmation du pub Le Saint-André à Saint-André-Avelin. Oui, à Saint-André-Avelin, 9 spectacles qui s'en viennent et des spectacles vraiment variés. On touche tous les styles. C'est une salle très intime, pas plus de 125 personnes, donc c'est la chance de vraiment vivre un moment intime avec l'artiste. Et ça commence avec Queen Flash le 18 janvier. On aura Boom Desjardins le 15 février, Corias au mois de mars, Jean-Claude Gélina en avril, Frères d'armes qui sont Jean-François Dubé et Rudy Kaya. Il y aura aussi Jean-Thomas Jobin en juin, Hommage à Journey 19 septembre, Ariane Moffat en octobre et Hommage à Guns N' Roses en novembre. Donc, une belle variété, on trouve vraiment de tout. C'est intéressant. Pour avoir toutes les informations, les dates, tout ça, les prix et tout, bien, je vous invite à visiter le site du pub Saint-André. Des gros noms aussi. On a vu Ariane Moffat et oui, quand même. Notamment. Nouvelle tour d'observation au parc des Montagnes Noires. Oui, en fait, les parcs des Montagnes Noires sont situés à Ripon. Ils viennent d'inaugurer une tour de 12 mètres de hauteur. Et en haut, c'est une tour d'observation à 360 degrés. Donc, on peut voir les massifs des Montagnes Noires qui regroupent 7 sommets. C'est quand même intéressant. Il y a plusieurs paliers aussi pour les gens qui ont le vertige, bien, ils peuvent aller un petit peu moins haut. Ah, d'accord. Oui, quand même, c'est intéressant. C'est ouvert à l'année et il y a aussi, ça s'ajoute au belvédère qu'on retrouve qui est là depuis l'an 2000 et qui nous permet de voir le mont Tremblant quand même. Donc, c'est accessible en tout temps. Ça vaut la peine, là. C'est un nouvel attrait. Un beau visuel là-dessus au parc des Montagnes Noires. Eh bien, c'est tout pour la chronique. Merci, Jessie, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci à vous également aussi d'avoir été là. On se retrouve avec la semaine prochaine une autre émission de Infomag. TVC Basse-Lièvre, la télé au service de sa communauté.